transition énergétique. D'une, parce que ça nous intéresse, et de deux, parce que c'est un peu le nouveau dada, en fait, des gouvernants et des patrons. Tu veux que je parle plus fort, c'est ça? Ouais, c'est traduit pour les... Ok, ça te va là si... Alors je te promets pas de garder ce volume, donc n'hésite pas à me rappeler qu'il faut que je parle plus fort. Donc voilà, l'idée c'est que devant la catastrophe environnementale dans laquelle on baigne et qui va s'aggraver, cette bourgeoisie essaie de nous rassurer en nous disant qu'ils vont mettre en place un capitalisme vert, un capitalisme qui va permettre d'allier les profits qui les intéressent, mais nous offrir quand même progrès, confort, protection de la planète. C'est vraiment le discours dominant aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est que ce sont au minimum des ignorants, mais plus probablement des menteurs, en fait. La transition énergétique dont il nous parle s'appuie notamment sur l'industrie la plus polluante qui ait jamais existé, et qui est même à la base, finalement, du capitalisme, qui est l'extraction minière qu'on évoquera un tout petit peu. Vraiment un secteur économique, voilà. On y reviendra plus tard. Donc ce concept de transition énergétique laisse croire qu'il ne faut pas s'inquiéter pour le futur. Alors certes, il y a un réchauffement, ça il ne le nie plus aujourd'hui. Il y a un réchauffement, que ça génère de graves problèmes. Mais en fait, la transition énergétique va résoudre ce problème. On va bientôt se passer des énergies fossiles. Il n'y aura presque pas, voire plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il n'y aura pas de problème. En plus, ils vont nous produire tout un tas d'innovations technologiques qui vont nous sauver. D'ailleurs, certaines de leurs innovations technologiques sont déjà là, comme les voitures électriques. Certaines vont arriver, comme les moteurs à hydrogène. C'est des points qu'on abordera un petit peu plus tard. Et donc ce discours-là, cette idée que les innovations technologiques vont nous sauver, c'était déjà un discours qu'on entendait dès les débuts de la révolution industrielle. Voilà. Donc nous, on va vous montrer que cette transition, c'est un mythe, parce que ça ne s'est jamais fait, il n'y a jamais eu de transition énergétique, et que si on aspire à une réelle transition énergétique, il faudra immanquablement, alors oui, on rencontre des RER, donc c'est évident que je vais dire ça, mais il faudra se passer du capitalisme. Ça, a priori, c'est plus possible de se passer du capitalisme que de se passer des énergies fossiles dans le capitalisme. Voilà. Donc parler des prétendues transitions énergétiques et de celle-là qui est censée arriver, c'est pointer les mensonges de la bourgeoisie et de leurs larbins divers. Donc d'abord le concept... D'abord, le concept de transition énergétique, c'est un concept qui naît chez les physiciens nucléaires. Donc, c'est des chercheurs et des industriels qui sont en quête de financement. Donc, ils vont imposer un discours qui n'est pas faux sur la raréfaction à venir des énergies fossiles. Et donc, il faut se préparer à cette raréfaction et donc mettre en place le nucléaire civil. Donc c'est vraiment un discours de lobbyiste qui s'appuie sur une réalité, la raréfaction. D'ailleurs, ils ne la pointent pas vraiment, ils ne donnent pas de date butoir. Ils ne sont pas d'accord entre eux sur quand est-ce que ce sera l'après-pétrole, l'après-charbon, même si pour certains, cet après-charbon, ils le voient parfois à plusieurs siècles. Ils sont vraiment dans une logique de transition longue. Mais voilà, c'est vraiment un discours qui est lié au lobby nucléaire. Donc déjà, rien que ça, faut s'en méfier, quoi. Excusez-moi, il y a une mouche qui me tourne autour. Alors sachez que je me suis lavé avant de venir. Je ne vous dis pas quel jour, mais je me suis lavé avant de venir et cette mouche m'énerve. Très bien, ça sera dans la vidéo. Donc le développement du nucléaire doit permettre, je répète, selon ces physiciens, de nous sortir, de nous protéger de la raréfaction et même de nous protéger du réchauffement climatique. Parce que chez les physiciens du nucléaire, dès 1953, on parle de réchauffement climatique. Eux, ils l'ont compris. Alors, ils l'utilisent comme un argument pro-nucléaire, n'empêche qu'ils l'ont pointé. Le premier à vraiment utiliser ce concept de transition énergétique pour dire qu'on est passé et qu'on passera plus tard d'une source d'énergie à une autre, c'est un chimiste et physicien nucléaire, il s'appelle Brown, c'est en 1967 qui développe ça. Mais voilà, c'est un concept qui a une longue histoire chez les physiciens nucléaires. Ça, je vais le passer, excusez-moi. Voilà, donc leur but, c'est de pointer les dégâts des fossiles, essentiellement le charbon, c'est là-dessus qu'ils s'appuient, de défendre cette idée qu'il faut du nucléaire civil. Et ça, ils ont assez bien réussi. Et ils ont contribué à développer un discours sur le fait qu'il y aurait eu, pour eux, c'est pas il y aurait eu, c'est il y a eu, autrefois déjà des transitions énergétiques.
Donc ça, c'est le deuxième point que je vais aborder, c'est montrer que ce concept de transition énergétique, il n'a jamais pris corps, il n'a jamais existé en fait en réel. Ce n'est qu'un concept. Alors, je pense que vous êtes peut-être plusieurs à avoir lu des travaux en histoire de l'environnement, et notamment Jean-Baptiste Fressos, qui explique ça très bien. Et sur ce deuxième point, c'est beaucoup sur lui que je vais m'appuyer. Donc cette transition énergétique, ce n'est qu'un concept. Hein, c'est vraiment ça l'idée. Selon le discours dominant, depuis 2 siècles et demi environ, nous aurions changé plusieurs fois de système énergétique. Donc finalement, dire qu'on peut changer de système énergétique aujourd'hui, ça apparaît finalement facile, on l'a déjà fait. Donc il suffit de faire confiance aux capitalistes. Ils ont déjà fait bois-charbon, charbon-pétrole, pétrole renouvelable, ils vont faire, ils y arrivent très très bien. Donc moi je vais vous parler surtout de cette prétendue transition bois-charbon. Qui le charbon aurait remplacé le bois au 19e siècle pour produire de l'énergie. Ça, c'est le truc de base utilisé aujourd'hui médiatiquement pour défendre cette idée de la transition énergétique. C'est vraiment la transition bois-charbon. Donc là, je vais vous écraser un peu de nombres divers. Je vous prie de m'en excuser si vraiment c'est galère, vous m'arrêtez. Donc aujourd'hui, on brûle 2 milliards de mètres cubes de bois sur la planète chaque année. Ça, c'est vraiment aujourd'hui, 2 milliards de mètres cubes. Il y a un siècle, c'est-à-dire quand la prétendue transition bois-charbon avait déjà réalisé, on en brûlait 700 millions de mètres cubes. Donc là, il y a une embrouille en fait. Déjà, s'il y a un siècle, on en brûlait 700 millions, c'est donc que la transition, elle n'avait pas vraiment eu lieu, parce que 700 millions, c'est un peu beaucoup, quoi. Et alors aujourd'hui, on en brûle quasi 3 fois plus. Donc il y a un sacré foutage de gueule quand même dans cette prétendue transition bois-charbon. Aujourd'hui, vous avez un peu plus de 2 milliards d'habitants qui utilisent comme source d'énergie principale le bois ou le charbon de bois. Donc ça aussi, ça montre bien que cette transition, elle n'a pas existé, elle ne s'est jamais faite. Voilà. Et encore, là, je me focalise sur le bois brûlé, mais le bois brûlé n'est qu'une partie du bois aujourd'hui consommé. Donc à nouveau, je fais référence à cette révolution industrielle que j'évoquais quand j'ai dit que cette prétendue transition avait été réalisée il y a 2 siècles et demi. C'est les débuts de la révolution industrielle. Donc le berceau de cette transition bois-charbon, ça serait le Royaume-Uni. Quand les industriels du Royaume-Uni ont envoyé des pauvres de tous âges creuser le sol pour extraire du charbon, en fait, ils ne se sont pas passés du bois. Ils ont surconsommé du bois. Parce que pour faire tenir une galerie, dans une mine de charbon, il faut énormément de bois. C'est un système d'étais. Donc c'est visualiser des poutres, même des murs de bois pour que tout ne s'effondre pas. Donc en fait, la production de charbon, elle n'a pas limité la consommation de bois, elle l'a même boosté. Voilà. Donc c'est juste que ils ne se sont pas contentés de le brûler. Le bois, ils l'ont aussi utilisé. C'est le concept bois énergie et bois de construction. Voilà. Où j'en étais. Donc, exemple, pour illustrer ça, en 1900, en Grande-Bretagne, donc 1900, là, normalement, la transition bois-charbon, elle est terminée. En 1900, vous avez 4,5 millions de mètres cubes de bois qui étaient utilisés principalement dans les étais des mines britanniques. Voilà. 4,5 millions de bois. Rien que pour extraire du charbon, en 1900, on consommait déjà plus de bois que ce qui était consommé au moment, on va dire, de l'âge d'or prétendu du bois. L'âge d'or prétendu du bois, 1750. À cette époque-là, les Britanniques ne consomment que 3,6 millions de mètres cubes de bois. Vous voyez, que ce soit pour le brûler ou que ce soit pour l'utiliser dans les mines, on consomme beaucoup plus de bois, alors que normalement, la transition nous laisserait croire qu'on en utilise moins. Donc le charbon n'a pas ni remplacé ni diminué la consommation de bois, il l'a boosté. Et encore, je n'évoque même pas ce bois qu'on trouve aujourd'hui partout, le bois d'emballage, utilisé pour les emballages, le bois de palettes. Alors c'est ma grande passion, les palettes. Ça n'arrête pas, c'est vraiment une forte croissance. Alors, ce bois britannique, ce bois utilisé dans les mines britanniques, il est notamment français, il pousse pas loin d'ici, il y a énormément de bois de la forêt des Landes qui est exporté au Royaume-Uni. Elle a même en partie été plantée pour ça, en fait, la forêt des Landes, pour fournir du bois
à l'industrie minière britannique. Voilà. Où en étais-je? Excusez-moi. Alors une autre transition énergétique, je vais passer moins de temps là-dessus, ça serait celle du charbon vers le pétrole, qui se serait fait dans les années... c'est quelqu'un qui va essayer de me vendre justement, je pense, un nouveau dispositif électrique. Excusez-moi, je raccroche au nez de cette personne. Voilà, donc une autre transition énergétique, ça serait celle du charbon vers le pétrole. Là aussi, en fait, je vais vous montrer qu'elle n'a jamais existé. Pourtant, si, je ne sais pas s'il y a peut-être des profs d'histoire géo ici. Moi, j'ai eu des cours en quatrième il n'y a pas très longtemps. Dans les manuels qu'on nous demandait d'utiliser, on nous parlait de cette transition charbon-pétrole. Ben, pourtant, elle n'a jamais eu lieu. En 2023, la consommation totale de charbon sur la planète s'est élevée à 8,5 milliards de tonnes. Alors ça, c'est les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. C'est vraiment, c'est des chiffres officiels. Donc, l'année dernière, 8,5 milliards de tonnes de charbon ont été consommées sur la planète. Rien qu'en l'an 2000, donc il y a 23 ans, cette consommation de charbon, c'est 4,7 milliards de tonnes. Donc c'est assez fou de se dire qu'une prétendue transition charbon-pétrole a eu lieu et que pourtant, dans ces 20 dernières années, la consommation de charbon a cru de manière assez importante, en gros 80%. Quoi. Voilà. Donc c'est assez énorme. Donc 80% sur les 20 dernières années. Et si je prends la période, parce que je la réutiliserai cette période un peu plus tard, la période 1980-2010, donc on est dans le très récent, voilà, la consommation de charbon à l'échelle de la planète, elle a triplé. Donc évidemment que la transition charbon-pétrole n'a jamais eu lieu, sinon expliquez-nous comment on consomme de plus en plus de charbon. Voilà. Donc la majeure partie du charbon sur la planète est utilisée, vous le savez, je pense, pour produire de l'énergie. Mais le seul argument qu'ont, on va dire, les capitalistes pour dire qu'il y a eu transition charbon-pétrole, c'est finalement la part du charbon dans l'énergie consommée sur la planète. Aujourd'hui, en gros, c'est 30%. Quoi. Le charbon représente 30% de l'énergie consommée sur la planète. Évidemment, il y a un siècle, on était plutôt dans les 90%. Donc là, ils peuvent dire, 30, c'est moins que 90. Oui, mais en valeur absolue, il n'y a pas eu de transition. En pourcentage, ok, ils peuvent pipoter. Voilà. Donc, en réalité, on consomme beaucoup plus de bois aujourd'hui et de charbon pour produire de l'énergie qu'à aucun autre moment de l'histoire de l'humanité. Et dans le même temps, on consomme aussi d'autres sources d'énergie, du pétrole, de l'hydroélectricité, de l'éolien, du nucléaire. Alors, si je reprends le boom de la consommation de charbon entre 80 et 2010, je vous ai dit c'est x3, donc 300% d'augmentation. Dans le même temps, la population mondiale n'a augmenté que de 56%. Donc on voit bien que ce n'est pas une histoire de on est plus nombreux, donc on consomme plus de charbon, ce qui pourrait avoir du sens. Non, puisque l'augmentation de la population mondiale ne joue qu'un faible rôle dans l'augmentation de la consommation de charbon. C'est bien qu'il se joue autre chose. Voilà. Donc il n'y a jamais eu de transition. Je pense que ça, c'est un fait acquis. Il y a eu accumulation. C'est-à-dire à chaque source d'énergie nouvelle, cette source d'énergie vient s'ajouter à l'autre. Enfin, plutôt aux autres. Voilà. Et il y a eu plus qu'accumulation, et donc ça, c'est notamment les travaux de Jean-Baptiste Fressos, c'est qu'il y a symbiose. C'est-à-dire qu'une nouvelle source d'énergie va tirer l'autre, va booster l'autre. Je vous ai évoqué tout à l'heure la consommation de charbon, on va le chercher dans les mines, pour ça on a besoin de beaucoup de bois. Mais ça se fait à beaucoup d'autres niveaux. Je ne vais pas évoquer, on pourra le faire dans le débat, tout ce que j'avais pointé, parce que sinon je vais demander à Léo de ne pas parler, ça ne serait pas cool. Donc tu avais raison, c'est vachement plus long que ce que j'avais anticipé. Voilà, donc tout ça pour... je recentre un petit peu. Donc c'est pas une histoire d'augmentation de la population mondiale, donc c'est bien une histoire de choix économiques. Une histoire de choix économiques, par exemple l'extension urbaine, c'est-à-dire il faut nous faire toujours plus de kilomètres, il faut toujours bétonner, il faut changer nos modes de consommation. C'est vraiment une histoire de choix économiques. Donc c'est vraiment, le réchauffement climatique est vraiment le fruit du capitalisme. Et ça, pour le coup, vous le saviez déjà. Voilà. Alors après, un autre argument des partisans de la transition, c'est de dire, oui, ok, peut-être qu'à l'échelle mondiale, elle n'a pas pris, mais dans les pays du Nord, c'est fait. Ça, c'est un peu oublié que, par exemple, l'Allemagne est l'un des plus gros consommateurs de charbon et même, je crois, le premier producteur mondial de lignite, qui est le pire charbon en termes de pollution. Voilà. Déjà, c'est un problème. Et en plus, la consommation de charbon d'un paquet de pays, notamment en Chine, se fait dans l'intérêt des pays du Nord. Cet ordinateur, il est le fruit de la consommation de
charbon en Chine. Donc oui, chez nous, dans la plupart des pays du Nord, on l'a réduite, notre consommation de charbon. Oui, mais on l'a délocalisée en fait. Donc voilà, c'est aussi parce que j'insiste là-dessus parce que c'est un point voilà, il y a un côté un peu raciste en fait de dire oui, ok, nous on l'a fait, c'est vrai que les autres là, ils l'ont pas fait. Bah oui, mais ils l'ont pas fait parce qu'on finalement on leur impose de ne pas le faire et peut-être que s'ils l'ont pas fait, c'est que c'est pas possible de le faire. Voilà. Autre élément pour pointer en fait le caractère symbiotique en fait des différentes sources d'énergie, le fait qu'elles se nourrissent l'une de l'autre, bah, je vais rester sur l'exploitation minière. Alors aujourd'hui, des mines souterraines qui nécessitent des étais, il y en a encore. Mais souvent, ils sont métalliques. Donc on n'est plus dans une logique de le charbon a besoin de bois. Mais là, en fait, le charbon, il a surtout besoin de pétrole, en fait, hein, parce que les excavatrices des mines à ciel ouvert, qui représentent l'essentiel des mines aujourd'hui, elles fonctionnent au diesel. Le transport du charbon se fait au diesel et en fait la production de charbon elle a aussi boosté la consommation de pétrole. Alors, je pourrais aussi montrer le caractère symbiotique de la consommation de bois et de pétrole, hein. C'est ces millions de tronçonneuses, ces milliers de camions qui permettent d'acheminer le bois et qui ont considérablement boosté la consommation de pétrole et de bois. Voilà, je pourrais revenir sur des points là-dessus. Alors là maintenant, et après je laisserai la parole à Léo, je vais prendre quelques innovations technologiques un peu fortes qu'on nous vend tous les jours. Le moteur à hydrogène, la voiture électrique, les panneaux solaires. Voilà, je laisse un peu de côté les méthodes de captage qui sont aussi un des trucs qu'on nous vend en disant bon, c'est pas grave, on peut continuer à produire beaucoup, de toute façon on va enfermer le carbone dans des petites boîtes et puis comme il est sympa, il va pas se barrer quoi. Mais voilà, ça j'ai laissé de côté. Donc les panneaux solaires dans un premier temps, le principal composant d'un panneau solaire, c'est le silicium. Celles et ceux qui étaient au topo ce matin sur grain de sable et ordinateur, normalement ça va le silice, la silice, vous êtes au point. Donc le silicium, c'est pas rare comme élément, on en trouve partout, donc c'est pas tant un problème de raréfaction. Le problème, c'est comment on transforme la silice en silicium métallurgique. Et pour ça, faut le chauffer en fait, hein. Donc on fait chauffer ce silicium. Alors là, j'ai vraiment besoin de le dire parce que je suis pas hyper au point sur le silicium, moi. Mais donc on a besoin de le chauffer dans des grands fours, chauffer à plusieurs centaines de degrés. Et ces fours, ils sont en Chine. C'est plus de 90% de la production de panneaux solaires qui se fait en Chine. Donc ces grands fours pour chauffer le silicium, ils sont alimentés au coke, qui est lui-même issu de four à coke, dans lequel on brûle du charbon. C'est-à-dire on brûle du charbon pour faire du coke qui ensuite est brûlé pour que vous ayez votre panneau solaire. Et c'est dans des quantités énormes. C'est-à-dire qu'une fois que vous installez votre panneau solaire sur votre toit, vous êtes, vous, là, en tant qu'individu, directement responsable de la pollution par le charbon. Voilà, mais directement, c'est peut-être discutable, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, sur le geste individuel et le système économique. Je laisse les panneaux solaires, les éoliennes. Les éoliennes, c'est quoi? C'est de l'acier et du ciment, essentiellement. Donc l'acier, je pense qu'un paquet d'entre vous le savent, l'acier, il est obtenu dans des hauts fourneaux, eux-mêmes alimentés au coke, donc au charbon, hein. Et dans ces hauts fourneaux, on brûle à plusieurs centaines de degrés un mélange de minerais de fer, de carbone. Le carbone, c'est du charbon et d'autres minerais. C'est-à-dire tout ça pour dire que l'acier qu'on va trouver partout, c'est du charbon. Voilà, alors c'est pas comme le brûler pour se chauffer, mais c'est du charbon. L'autre élément fort de l'éolienne, c'est le ciment. Là, on parle de quand même plusieurs tonnes de ciment, hein, dans une éolienne, sinon elle tombe, hein, concrètement. Comment on fait pour obtenir du ciment? C'est pareil, c'est une histoire de chauffer. Et chauffer au charbon, hein. Pour obtenir du ciment, on chauffe à 1400, 1500 degrés un mélange de sable, d'argile, de calcaire qu'on appelle le clinker. Quand on chauffe ce mélange-là, il y a une réaction chimique. Et en gros, cette réaction chimique, pour obtenir une tonne de clinker, vous avez pendant cette réaction chimique l'émission de 700 kg de CO2. Et puis il y a d'autres émissions de CO2 dans le processus de production de béton. C'est par exemple le transport, hein, de ce ciment béton.
Donc en gros, pour une tonne de ciment, vous avez une tonne de charbon consommé. Donc votre éolienne, c'est beaucoup de charbon, en fait, en réalité. Et donc là, pareil, il va falloir nous expliquer comment l'éolienne va nous sortir du charbon, puisque c'est que ça. Je passe vite fait sur les voitures électriques, qui est vraiment le truc qu'on nous vend, et puis les constructeurs automobiles sont inondés de subventions. Ça ne les empêche pas de dire que ce serait bien qu'on retarde la fin du moteur thermique, parce que, mais bon, n'empêche que les voitures électriques, c'est le truc qui est peut-être symbolise le mieux cette transition énergétique dont on nous parle. Sauf que la production de voitures électriques, elle est encore plus consommatrice d'énergie que la production de voitures thermiques, donc premier problème. Et puis cette voiture électrique, si elle tourne, il faut la recharger. Il se trouve que la plupart des véhicules électriques circulent dans des pays dont une grande partie de l'électricité est issue de la combustion de charbon. Donc vous avez encore du charbon. Problème, une voiture, c'est 70 à 80% d'acier, donc de charbon. Votre voiture électrique, elle va continuer à nécessiter de la fabrication de routes et d'entretien de routes, donc du ciment, donc du charbon. Et là, je ne parle même pas du problème des batteries, d'extraction minière, de lithium, de cobalt et ses dégâts sanitaires et environnementaux. Là, c'est atroce en fait la voiture électrique, c'est pas une solution. Je peux peut-être zapper sur le moteur à hydrogène et puis si ça vous intéresse j'y reviendrai parce que sinon voilà, je suis un peu trop long. Donc voilà. Autre élément qui montre bien ce foutage de gueule qu'est la transition énergétique, c'est le travail d'un paquet d'ingénieurs de l'industrie pétrolière aujourd'hui. Vous avez le plus grand groupe pétrolier aujourd'hui, Saudi Aramco, mobilise une partie de ses ingénieurs en collaboration avec Total, d'ailleurs souvent, pour essayer de préparer l'après-moteur thermique tout en continuant à extraire du pétrole, mais alors cette fois non plus pour en faire un carburant qu'on mettrait dans la voiture, pour en faire plus de plastique. Aujourd'hui, le processus de raffinage de pétrole pour le transformer en carburant génère du naphta. C'est avec le naphta qu'on fait du plastique. Naphta, c'est 20 à 30% d'un baril de pétrole. Les ingénieurs de Saudi Aramco, ils sont en train de travailler pour qu'on puisse produire plus de naphta et même qu'on puisse, c'est probablement leur rêve ultime, mais là je ne sais pas où ils en sont, que chaque élément du pétrole puisse être transformé en plastique. On n'en est pas là, mais vous voyez bien qu'ils ne sont pas du tout dans une logique de fin du fossile, quand bien même on est dans une logique de fin du moteur thermique. Donc voilà, la fin des voitures électriques ne marquera pas la fin de l'extraction du pétrole. Voilà. Donc on comprend bien du coup qu'il n'y a pas grand-chose à attendre des innovations technologiques. Finalement, attendre les innovations technologiques, c'est juste un moyen de nous dire on peut continuer ce mode de vie, on peut continuer ce mode de production, puisque de toute façon, il y aura des solutions. Donc voilà, c'est pour ça qu'on part du principe qu'aujourd'hui, le concept de transition énergétique, c'est l'un des principaux vecteurs et peut-être le plus efficace du climato-scepticisme. D'ailleurs, tout va changer, vous inquiétez pas. Voilà. Donc voilà, le concept de transition énergétique aujourd'hui, c'est ce qui permet, tout en paraissant écolo, c'est ce qui permet de nier le réchauffement climatique ou au moins de nier ses effets, puisque la transition, elle a prétendument déjà commencé, elle va s'accélérer, on va tous être sauvés. Le problème, c'est que les émissions de gaz à effet de serre continuent à croître, d'une celle nécessaire à la production d'électricité, mais pas que. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on voulait vraiment insister là-dessus, puisque c'est intéressant de se poser la question sur ce concept, mais c'est aussi un moyen de montrer qu'il n'y a rien à attendre en fait, des responsables capitalistes, qu'ils soient gouvernementaux et économiques. Le seul moyen, c'est de changer le système si on veut se passer de la pollution par les plastiques, des émissions de gaz à effet de serre dues à l'électricité et autre chose. Il n'y a pas de technologie miraculeuse à attendre. C'est un changement de système qui s'impose. Jeune. Bien, merci. Je suis peut-être quelqu'un pour orienter le... C'est bon ? Ok. Bon, en vrai, tu t'es stressé, mais ça va, on n'est pas trop, pas trop à la bourre. Je vais parler un peu plus fort, par contre, parce que au fond, là, ça va, vous m'entendez à ce volume-là. Encore un peu plus fort ? Ok.
Ouais, du coup, ce que je voulais dire, c'est un peu que l'hypocrisie de la transition énergétique qu'a bien décrit le copain, là, elle est caractéristique de l'incompatibilité profonde qu'il y a entre le capitalisme et l'écologie, et qui d'ailleurs se généralise aux autres problèmes. J'imagine que ici vous savez tous que le problème, il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a aussi l'érosion des sols, la chute de la biodiversité, la montée du niveau des océans, etc. Et en fait, pour comprendre ça, disons, un peu d'un point de vue théorique, quoi, ou en tout cas, avec nos armes à nous, c'est pas inutile de relire ce vieux barbu qu'on aime bien, là, le cher Karl Marx. Là-dessus, pour raconter ce que je raconte, là, je m'appuie sur le bouquin de Kohei Saito, principalement La nature contre le capital. Et en fait, l'idée, le raisonnement essentiel, c'est de dire le capitalisme, ça repose sur l'accumulation du capital, comme vous le savez, et c'est-à-dire, en fait, l'augmentation illimitée et même exponentielle de valeur, et ça, en fait, indifféremment des processus naturels, et aussi des processus de travail, mais bon, ça, on l'a vu tout au long de ces RER, donc je vais plus parler des processus naturels. Alors tout ça, c'est peut-être un peu abstrait. Une première illustration qui est assez parlante, mais qui est partielle, comme on va le voir, c'est le rapport entre l'évolution de la consommation énergétique et l'évolution du PIB. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde la consommation énergétique mondiale, c'est une très belle exponentielle, comme on en trouve dans les bouquins de maths. Si on regarde l'évolution du PIB, c'est en gros la même chose, quoi. Alors, pas tout à fait exactement, parce qu'en fait, au fil des époques, le capitalisme, il a quand même pu améliorer un peu l'efficacité énergétique de la production. Par exemple, entre 1970 et 2004, la consommation d'énergie par unité de PIB, elle a quand même décru de 40%, décru de 40%, pardon. De même, le capitalisme, quand il améliore les processus de production, il peut diminuer le gaspillage de matière et tout un tas de choses comme ça. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas dans le mur, comme tu l'as bien dit, mais par contre, ça veut dire que ce n'est pas évident de voir dans quelle mesure le capitalisme va être capable de repousser ce mur. Et du coup, l'idée, c'est un peu de raffiner l'argument. Pour aller un peu plus loin que le slogan altermondialiste de « pas de croissance infinie dans un monde fini », en fait, le problème, il est même plus spécifique que ça, quoi. Et en fait, le vrai problème, c'est que le seul moteur du capitalisme pour résoudre les problèmes qui se posent, et donc y compris sur le plan écologique, c'est le profit. Et par exemple, les améliorations d'intensité énergétique dont je parlais, en fait, elles n'ont pas eu lieu à des dates au hasard, quoi. C'est-à-dire pourquoi l'intensité énergétique du PIB, elle a diminué en France entre 1970 et 2004. En fait, il y a eu le choc pétrolier, les deux chocs pétroliers, en 70 et en 73. Et d'ailleurs, maintenant que les prix de l'énergie à l'échelle mondiale diminuent, cette intensité énergétique, elle commence à réaugmenter légèrement. Alors que pourtant, dans le même temps, le problème écologique n'a jamais été aussi brûlant, tout comme la planète dans laquelle on se situe. Voilà. Et donc ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect important, c'est le fait que l'accumulation du capital, elle se fait indépendamment des processus naturels. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que le capitalisme il résout un problème précis, par exemple dans le cas de la transition énergétique, c'est à la fois l'épuisement, supposé en tout cas des énergies fossiles, et leur impact sur le climat. En fait, on met un pansement là, mais en fait, ça commence à fuir là-bas. Et ça commence à fuir où ? Dans l'extraction minière, dans les désastres écologiques qui ne sont pas directement émetteurs de carbone, mais qui par contre sont responsables de dégâts environnementaux colossaux. Un exemple sur lequel c'est encore plus flagrant, c'est une notion qu'ils ont aussi mis en place un peu en même temps que la transition énergétique, c'est la compensation carbone. Donc que vous connaissez bien, c'est-à-dire Total il émet tant de gigatonnes de CO2 par an, ça fait un peu tâche, et du coup il y a des réglementations qui lui permettent de planter des forêts au Congo parce qu'en fait elles vont absorber le CO2 en compensation du CO2 qu'il a émis. Déjà, bien évidemment, ils n'arrêtent pas de bricoler les chiffres pour que ça ait l'air de vraiment compenser, alors qu'en fait non, mais aussi ce que ça ignore totalement, c'est le fait que l'activité capitaliste, elle détruit des cycles naturels aussi. Et ces cycles naturels-là, c'est aussi eux qui permettent de capter le CO2, etc. Par exemple, quand ils replantent une forêt
au Congo, au préalable, ils rasent tout, donc ça détruit toute la biodiversité locale, et après, ça donne des monocultures qui sont en fait hyper fragiles, et puis après, à la première incendie, il y a tout qui crame, etc. Mais par contre, le contrat d'avoir compensé tant de gigatonnes de CO2, lui, il est rempli. Voilà, c'est un marché juteux, etc. Mais donc tout ça, voilà, si on regarde, c'est vraiment le truc on veut faire augmenter cette valeur, voilà, qui est, de fait, les profits, quoi, qui est une valeur intrinsèquement quantitative. Et en fait, ça se fait au mépris de tous les processus naturels qui sont, eux, éminemment qualitatifs, en fait. Et du coup, ça brise des cycles. Et à chaque fois, du coup, les réactions du capitalisme, c'est trop peu, trop tard, et on est en fait des dégâts qui sont irréversibles, en fait. Je pense que ça, c'est un aspect important. Bon, par contre, une autre spécificité du capitalisme, c'est le développement sans précédent des sciences de la nature, qui permettent justement de produire les analyses qu'on vient d'avoir, en particulier de l'écologie, et qui donneraient des outils en fait extrêmement précieux pour réguler rationnellement ce rapport qu'a l'humanité à la nature par le biais du travail, et donc de réguler la production. Bon, d'accord, mais n'empêche que ça impliquerait quelque chose que pour le moment on n'a pas, c'est de pouvoir contrôler ce rapport à la nature par le travail, parce que pour le moment ceux qui le contrôlent, c'est les capitalistes. Donc bon, voilà, en gros la conclusion de ça, c'est de dire voilà, ça veut pas dire que d'ici là il n'y a rien à faire, je vais y revenir, mais en tout cas le seul moyen de résoudre de manière durable ce problème, c'est ce que tu avais dit aussi, c'est d'avoir le contrôle de la production pour pouvoir planifier de manière démocratique et en connaissant, en fait, en tout cas en se donnant les moyens d'anticiper les effets de nos actions. Donc voilà, je dis ça un peu rapidement parce que je pense qu'on est un peu tous convaincus de ça ici. Bon, par contre, d'ici là, est-ce que ça veut dire que du coup on attend la révolution et tout ça sans rien faire? Bon, évidemment que non. Et à mon avis, la question centrale, par contre, c'est comment on articule les revendications écologiques, qui sont y compris brûlantes dès maintenant, avec les intérêts des travailleurs qui sont, aussi au cœur de ce qu'on défend. Et ça a été montré en négatif avec l'hypocrite taxe carbone qui, à son époque, avait déclenché le mouvement des Gilets jaunes, voilà, en prétendant faire payer la crise climatique aux travailleurs avec cette taxe sur le diesel. Ça avait déclenché une réaction qui était, qui était tout à fait légitime. Parce qu'en fait, quand le capitalisme il se saisit d'une mesure écologique, la facture, il ne va pas la faire payer aux capitalistes, il va toujours la faire payer aux travailleurs. Un autre exemple, c'est le passage à l'électrique dans l'automobile, que Stellantis et ses amis font payer allègrement à leurs salariés. Je crois que l'an dernier, au RER, il y avait eu un super topo sur le sujet. C'est sans doute pour ça qu'on l'a pas eu cette année. Mais du coup, donc, ça implique la nécessité, d'une part, de prendre en charge les préoccupations écologiques, et y compris en s'adressant au mouvement écologiste. Alors, je laisse à la discussion un peu le comment. Mais par contre, d'autre part, et ça c'est hyper important, c'est de le faire de manière indépendante, parce que justement, la solution facile dans le capitalisme, c'est de faire payer les travailleurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le phénomène que j'ai décrit tout à l'heure, qui est que, on résout un truc pour causer des problèmes ailleurs, mais néanmoins, voilà, cette préoccupation de le faire de manière indépendante, et c'est ça qui nous a permis, à notre échelle et tout, en son temps, de défendre une politique un peu sérieuse dans le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Bon, et la dernière chose que je veux dire, c'est récemment, il y a eu pas mal de discussions sur le lien entre travail et dérèglement climatique, avec des études, tout ce qu'il y a de plus, sérieuses, scientifiques et tout, qui montrent la corrélation entre le nombre d'heures de travail, le nombre d'heures travaillées et la consommation énergétique. Bon, au point que d'ailleurs l'éphémère Convention citoyenne pour le climat s'en était saisie. Et ça, je pense, et parce qu'en fait, oui, plus on travaille, plus on consomme d'énergie. Bon, ça, c'est assez mécanique. Et du coup, une première revendication qu'on pourrait travailler, sur laquelle on pourrait s'appuyer, ça serait la réduction du temps de travail sans perte de salaire, qui est connue dans le mouvement ouvrier depuis très longtemps, mais qui permettrait de s'adresser au mouvement écologiste de manière un petit peu sérieuse, à mon avis. Je m'arrête là pour laisser de la place à la discussion. Je sais pas, tu voulais redire quelques mots? Non, papotons, et puis on fera une petite conclusion.